Il y a des livres comme ça, des livres qui sont si puissants qu'ils finissent par donner un nom à l'angoisse de toute une époque. C'est exactement le cas du Déclin de l'Occident d'Oswald Spengler. C'est une œuvre monumentale, hyper controversée, et dont les idées, on va le voir, résonnent encore de façon assez étrange aujourd'hui. Mais voilà, pour vraiment comprendre l'onde de choc de ce livre, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel il est né. Il faut respirer l'air de l'époque, celui d'un monde en ruine qui se cherche désespérément un sens au beau milieu du chaos. Alors, voilà comment on va décortiquer tout ça. On partira du monde en crise qu'il a vu naître. Ensuite, on découvrira l'homme, Spengler, et le vrai sens de son titre. Puis, on plongera au cœur de ses théories, sa vision de l'histoire comme un organisme vivant, sa fameuse distinction entre culture et civilisation. Et on terminera sur son héritage, un héritage aussi brillant que troublant. Allez, on y va. On se transporte en Allemagne, juste après la Première Guerre mondiale. Le pays est complètement sonné, chaos debout, face à une défaite que personne, mais alors personne, n'avait anticipée et que personne ne comprend. La question est sur toutes les lèvres. Comment a-t-on pu en arriver là ? Et cette phrase de l'écrivain Paul Valéry, écrite en 1919, elle résume absolument tout. Le désespoir est partout. Cette grande idée d'un progrès continu, cette certitude de la supériorité européenne, eh bien tout ce bel optimisme du 19e siècle vient de se fracasser dans la boue des tranchées. Et dans ce brouillard total, le besoin d'une explication devient vital. Il faut une grande théorie, n'importe quoi, un récit qui puisse donner un sens à ce chaos, qui puisse trouver des coupables ou qui puisse, tout simplement, expliquer l'inexplicable. Et c'est précisément là qu'il arrive, Oswald Spengler. Son livre débarque avec un titre qui semble avoir été écrit sur mesure pour ce moment précis. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'il avait cette idée en tête depuis des années, bien avant que la guerre n'éclate. Alors c'est qui ce Spengler ? Il faut tout de suite oublier l'image du prof d'université bien installé. Spengler, c'est un outsider. C'est un penseur solitaire avec une culture absolument immense qui vit modestement d'un petit héritage pour se consacrer entièrement, loin du monde académique, à son unique et gigantesque projet. Et son titre, c'est la première chose à bien comprendre. On le traduit souvent par déclin, parfois même par chute. Mais en allemand, Untergang, ça évoque aussi, et peut-être surtout, un coucher de soleil. Spengler ne décrit pas une catastrophe soudaine, non. Il décrit la fin magnifique et totalement inévitable d'une journée, le passage naturel vers le crépuscule de notre culture. Bon, maintenant, on touche au cœur du réacteur, à son idée la plus radicale, une véritable bombe intellectuelle. Spengler va tout simplement dynamiter l'idée qu'on se faisait de l'histoire jusqu'alors. Pour lui, non, l'histoire n'est pas une belle ligne droite qui monte, qui monte, qui monte. Avant lui, on voyait l'histoire un peu comme le système solaire avant Copernic, avec la Terre, c'est-à-dire l'Europe, au centre de tout et le reste qui tourne autour. Antiquité, Moyen-Âge, temps moderne. Spengler, lui, propose une révolution copernicienne. Il n'y a pas de centre. L'humanité est une galaxie de cultures, et chacune est un monde en soi, avec sa propre trajectoire, sa propre destinée. Sa méthode, il lui donne un nom un peu savant, la morphologie historique. Mais en fait, l'idée est assez simple. Il s'agit de regarder ces cultures non pas comme des chapitres d'un seul et même livre, mais comme des organismes vivants. L'Égypte, la Chine, la Grèce, Rome, l'Occident, chacune naît, grandit, atteint sa maturité, puis vieillit et meurt. C'est un cycle naturel et inévitable. Et ce cycle, c'est facile, il suit le rythme des saisons. Le printemps, c'est la naissance mythique. L'été, c'est l'apogée créative, l'âge d'or. L'automne, c'est la maturité intellectuelle. Et puis vient l'hiver, la phase finale, rigide, figée, qu'il va appeler la civilisation. Et pour lui, ce n'est ni un choix, ni un échec. C'est une destinée. Ce qui nous amène à sa distinction la plus célèbre, la plus influente de toutes. Cette opposition fondamentale entre la culture et la civilisation. D'un côté, il y a la culture. Penser à l'âme, à la jeunesse d'un peuple. C'est l'élan créateur, spirituel, organique, enraciné. De l'autre côté, il y a la civilisation. Là, c'est la vieillesse, c'est le règne de l'intellect froid, de la technique, c'est l'ère des mégalopoles sans âme, de l'argent roi et de l'expansion impériale à tout va. C'est le moment où la sève créatrice se fige, se pétrifie dans le béton. Et le point crucial pour Spengler, c'est qu'il ne faut surtout pas voir ça comme un échec. C'est l'accomplissement d'un destin. L'Occident, selon lui, est simplement entré dans son hiver, dans sa phase de civilisation. Ce n'est pas une tragédie à pleurer, c'est la loi de la vie, tout simplement. Forcément, une vision pareille, ça a eu un succès, mais alors un succès foudroyant. Et avec ça, un héritage politique, disons, compliqué. Et souvent, assez troublant. Pour se donner une idée de l'impact en Allemagne, c'est juste hallucinant.
Le livre s'arrache littéralement. En quelques années, plus de 100 000 exemplaires sont vendus. Du jour au lendemain, ce penseur totalement inconnu devient une véritable star nationale. Tout le monde en parle parce que son livre semble enfin donner une clé pour comprendre le présent. Sans surprise, la droite nationaliste est fascinée. Sa critique du libéralisme, de la modernité, tout ça résonne parfaitement avec leur vision du monde. Il devient une idole pour le mouvement qu'on appelle la révolution conservatrice. Même les nazis, au tout début, essaient de le récupérer et de le mettre de leur côté. Mais la lune de miel va être de très courte durée. Parce qu'au fond, c'est incompatible. Comment est-ce qu'on peut concilier le déclin inévitable de Spengler avec la promesse nazie d'un Reich de 1000 ans? C'est tout simplement impossible. Son fatalisme est perçu comme un poison. Et les SS finiront par le rejeter avec violence en le traitant de professeur de l'inaction. Du coup, on en arrive à la question finale. Une question essentielle. Pourquoi lire, aujourd'hui, un livre qui a pu inspirer à la fois des esprits brillants et des fascistes? Eh bien, peut-être simplement parce que pour comprendre notre monde, il faut avoir le courage de se confronter aux idées qui l'ont façonné, même et peut-être surtout à celles qui nous mettent mal à l'aise.